Hello, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de sondage, comme on le fait très souvent en ce moment, on va parler de croissance. Donc une autre stat qui n'est pas forcément très bien appréhendée par tout le monde, c'est assez normal parce que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît de prime abord, et on va parler de ces fameux 7%. Mais pour commencer, on va d'abord revoir nos définitions. Donc c'est parti, et on va voir les définitions que l'on va regarder maintenant. Donc déjà, on va regarder la notion de production, de produit valeur ajoutée. Ensuite, la notion de PNB et de PIB. Pour continuer, on verra à quoi correspond croissance, récession. Et enfin, on fera une petite aparté sur PIB par habitant. Et ensuite, on en étudiera ces 7%, ce que cela veut dire, ce que cela ne veut pas dire, et comment les comprendre globalement. Désolé pour la petite bafouille. Alors, c'est parti. Donc, première définition, la production. Donc, la production ici peut se comprendre comme la valeur ajoutée ou le produit. Donc, si on prend un menuisier, il va partir de morceaux de bois bruts au départ pour faire un meuble. Cette transformation va apporter une valeur ajoutée. Le meuble va coûter beaucoup plus cher que les morceaux de bois au départ. Et c'est cette différence de valeur que l'on appelle valeur ajoutée ou produit ou production. On a aussi une valeur ajoutée pour les services, donc qui se calcule de la même manière, sauf que le produit n'est pas matériel, simplement. Et donc maintenant qu'on voit bien quel est le point de départ, on va passer au PNB, au PIB. Alors pour calculer un produit national brut ou un produit intérieur brut, on va tout simplement faire la somme de toutes les valeurs ajoutées de tous les acteurs du pays sur un an. La différence entre PNB et PIB, c'est en fait quels sont les acteurs que l'on prend en compte. Imaginons qu'on a un pays que l'on voit ici, c'est l'Hexagone tout simplement, donc un pays qu'on va appeler l'Hexagone. Non, c'est une référence prise au hasard, ne vous inquiétez pas. Et un pays étranger qui est, on va dire, carré. Bon, pourquoi pas. Chaque pays a une seule entreprise avec deux usines. Une usine dans son pays de départ, une usine dans le pays étranger. Et c'est là qu'on va voir la différence entre le PNB et le PIB. Dans le PNB, on va prendre tous les moyens de production qui appartiennent aux nationaux du pays. Donc par exemple de l'Hexagone pour le PNB de l'Hexagone. Du coup, l'usine qui est située dans le pays étranger va compter pour le calcul du PNB. Ce n'est pas le cas pour le PIB. PIB, en fait, on va prendre en compte tous les moyens de production, enfin toute la valeur ajoutée qui a été réalisée à l'intérieur de l'Hexagone. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte l'usine du pays étranger qui appartient à l'entreprise hexagonale, mais on va prendre par contre en compte l'usine hexagonale de l'entreprise étrangère. Alors pourquoi on fait cette distinction? Jusque dans les années 90, on utilisait surtout le PNB. Le PNB finalement n'était pas forcément si pertinent que ça, notamment lorsqu'il s'agit de calculer la base de la richesse d'un pays, des habitants du pays, notamment par rapport aux impôts, par rapport à quel type de revenus peuvent avoir les habitants. Le PIB est beaucoup plus intéressant de ce côté-là, puisque ça permet de voir la valeur qui a été effectivement produite à l'intérieur du pays, donc il va, entre guillemets, vraiment profiter des habitants, à condition que la répartition se fasse bien. Et donc maintenant qu'on a vu la notion de PNB et PIB, en fait on va voir la notion de croissance. Donc la croissance c'est vraiment par rapport au PIB. Avant c'était le PNB, dans les années 80 par exemple, maintenant on prend surtout le PIB. Donc le PIB, c'est en fait la croissance, c'est lorsque le PIB augmente d'une année sur l'autre. La différence, ça devient la croissance, et le taux de croissance, c'est en fait le pourcentage que cela représente par rapport au point de départ. Pour la récession, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. À savoir que la croissance et la récession sont calculées trimestre par trimestre aussi. Et si on a 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, on dit qu'on est effectivement en récession. Un seul trimestre de baisse, on ne dit pas encore qu'on est en récession, ça peut arriver sur événements saisonniers par exemple. Maintenant, on va faire un aparté très rapide, donc le PIB par habitant. C'est simplement on prend le PIB global d'un pays, on divise par le nombre d'habitants. Alors ça permet d'évaluer aussi la base de la richesse des personnes qui habitent le pays. Alors pourquoi? Si on prend le Luxembourg et la France, le Luxembourg a un PIB beaucoup plus faible que celui de la France, mais le PIB par habitant est lui plus important.
tout simplement parce que le nombre d'habitants est encore plus faible que celui de la France, que la population, ou inversement, la population française est plus importante par rapport au PIB que celle du Luxembourg. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris ici. Et maintenant, nous allons aller au vif du sujet. En fait, cette croissance de 7% suit une récession de 8%. Alors ici, j'ai pris une base 1000 pour mieux comprendre, mais en réalité, le PIB de la France, c'est environ 2400 milliards d'euros. Et là, donc, j'ai pris 1000 tout simplement pour faire plus simple. Donc, avec une baisse de 8% et une augmentation de 7%, bien évidemment, on ne retrouve pas le PIB de destination. Alors, à noter qu'en réalité, le calcul de croissance de PIB est un peu plus compliqué que celui que je fais ici. Là, j'ai simplement simplifié pour qu'on ait un petit peu de notion tout simplement en tête. Maintenant, imaginons qu'on aurait eu la même croissance que ce qu'on avait eu en récession l'année d'avant. Eh bien, on ne retrouve pas non plus notre point de départ. Dans ce cas-là, nous avons tout simplement un chiffre de PIB qui est légèrement inférieur, 993. Pourquoi? Parce que la croissance est calculée par rapport au point de départ de cette croissance, donc le point bas ici, 920. Et 8% de 920, ce n'est pas 8% de 1000. Donc maintenant, pour retrouver son point de départ, il faudrait avoir une croissance de 8,7%, que voici ici. Et là, effectivement, on retrouve bien le point de départ. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a une récession, pour revenir au niveau de départ, il faut une croissance encore plus forte que ne l'a été la récession de départ. Alors maintenant, il y a deux choses à savoir. Deux questions qu'on peut se poser. Déjà, c'est pourquoi le redémarrage est si rapide finalement, parce que beaucoup de gens prédisaient une crise qui allait s'installer dans la durée. Et pourquoi on n'est pas encore au niveau de 2019, mais que certaines personnes disent qu'on est quand même au niveau de 2019. Alors pour la première question, c'est assez simple. Il y a eu pas mal d'aides qui ont fait qu'on a mis sous perfusion les entreprises, qui du coup n'ont pas licencié leurs salariés, qui a profité d'une part à la consommation, puisque du coup dès que l'épidémie s'est un petit peu calmée, les gens ont pu consommer à nouveau. Et l'autre point, c'est que les outils de production étaient conservés à peu près intacts, c'est-à-dire que les équipes n'étaient pas défaites, et donc les salariés étant toujours dans les entreprises, toujours prêts à repartir au travail, c'était le cas, et donc la production a pu immédiatement redémarrer en France. Donc voilà pourquoi le redémarrage est si rapide. Tout simplement, on a simplement mis sous perfusion le milieu économique, ce qui fait qu'il était prêt à repartir tout de suite, là où avec des licenciements des fermetures d'entreprises, ça aurait été beaucoup plus long à redémarrer. Maintenant, pourquoi on ne revient pas au niveau de 2019, mais que certains disent qu'on est quand même revenu au niveau de 2019? En réalité, il y a certains secteurs qui restent encore très sinistrés, dont celui du tourisme. Les touristes internationaux, ceux qui dépensent le plus en France, ne sont pas encore de retour. Et le tourisme est un secteur très important en France. Ce qui signifie que les autres secteurs, alors j'ai pas encore le détail de l'INSEE, l'INSEE va certainement publier des détails un peu plus tard dans l'année, peut-être à partir du mois de mars. Mais sinon, cela signifie que les autres secteurs qui ont démarré ont probablement redémarré et sont probablement revenus au niveau où ils étaient avant, voire même pour certains secteurs sont revenus à un niveau plus élevé que celui de 2019. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on dans certains secteurs, et peut-être dans la plupart des secteurs, on a effacé la récession, mais que ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la société, car le secteur du tourisme et peut-être d'autres secteurs très spécifiques, eux, restent encore en situation très difficile. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette statistique. Et j'espère que vous avez bien apprécié. Donc ce sont des notions que l'on voit très souvent, surtout PIB, croissance. C'est souvent mis à toutes les sauces un peu partout. Voilà, donc alors je voudrais terminer par un autre point assez important. La croissance ne veut pas dire qu'on produit plus de choses en volume. Là, je vous ai montré un meuble. Ça peut être tout simplement que l'on améliore la qualité d'un objet ou qu'on améliore sa valeur par d'autres moyens. Typiquement, le fait de dire qu'un produit, même s'il est identique au produit précédent, mais par exemple qu'il a un meilleur respect de l'environnement, en soi, lui apporte de la valeur, notamment aux yeux du consommateur, et puis même pour tout le monde, pour l'intérêt général.
Et donc, du coup, on peut très bien avoir une même quantité de produits, voire une quantité moindre de produits, mais de meilleure qualité ou qui ont de meilleures éthiques et qui, de ce fait, ont une plus grande valeur sans que ce soit une augmentation de volume. Voilà, donc je voulais faire cet aparté pour terminer. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Cela va tout simplement aider la chaîne à grossir un peu plus. On est déjà plus de 140 abonnés, je suis très content de ce résultat. La chaîne a à peine plus d'un mois, donc voilà, je suis très très content. Je ne pensais pas arriver à ce niveau-là aussi rapidement. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. À ciao, bye bye, au revoir.